référencement en règle générale. On vient de me poser la question. Bon, ici, le titre, c'est vraiment, je l'ai fait pour l'optimiser un petit peu pour WordPress. Maintenant, si vous avez des sites web sur d'autres CMS, tels que Drupal, Joomla, que j'aime un peu moins, ça va fonctionner. Okay. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les bases. Qu'est-ce que c'est le référencement, enfin l'optimisation au référencement. On va commencer par un petit sondage. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà fait de l'optimisation de sites web pour avoir plus de trafic? Génial. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout de quoi je parle? Ok, génial. J'ai quand même, dans ce slide-ci, pour qu'il soit accessible à tout le monde, j'ai fait quelques bases. Donc je vais réexpliquer un petit peu comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne concrètement, pour que le moteur de recherche vous indexe sur les résultats de recherche. Donc, moi, je vais vous expliquer un petit peu, je suis technicien, ça fait 10 ans que je travaille dans l'hébergement web, j'ai commencé sur du PHP 4, puis je vais vous expliquer de manière un peu plus technique comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Alors, concrètement, on va reprendre la phase numéro 1, comment mon site est indexé sur le web. Concrètement, la première phase, c'est tout ce qu'on va appeler du crawlage. Donc, la première étape, on va regarder, ça va être l'indexation. L'indexation, concrètement, j'ai une idée. Je veux publier un site web, je veux faire passer une idée, je veux lever des fonds, je veux vendre des produits. Donc, au départ, j'ai une idée et je veux qu'elle soit la plus visible, en tout cas que je touche le maximum de personnes. Donc la première chose à faire quand vous allez mettre un site web ou des articles en page, c'est la publication de celle-ci. Donc vous allez passer par une première étape de rédaction. Et une fois que vous avez fait la rédaction avec WordPress, il y a un système qui s'appelle le RPC Ping. Donc en fait, on va pinguer le moteur de recherche pour lui dire qu'on a une page qui peut être référencée à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moteur de recherche va venir sur le site web, va venir explorer la page. Il va d'abord regarder s'il y a la présence d'un robot.txt. Le robot.txt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite règle qui va dire est-ce qu'on peut indexer cette page-là ou pas. On va en parler un petit peu plus par la suite. Donc il va venir explorer le site web et il va commencer à analyser la page. Il va regarder un petit peu quels sont les mots-clés qui sont présents dans la page. Et il va regarder le titre de la page, la description, quels sont les paragraphes. Il va regarder un certain nombre de choses dedans. Donc c'est vraiment une partie de processing que le moteur de recherche va faire. Et une fois qu'il a processé donc, les pages, vous allez être visible dans le moteur de recherche. Le but, bien évidemment, c'est d'être le plus visible sur le moteur de recherche, étant donné qu'on sait tous que lorsque je fais une recherche d'un mot-clé sur Google, bon, ça s'applique aussi pour les autres moteurs de recherche, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de visibilité si vous êtes au minimum dans les 3 premiers résultats. Donc le but ici de la présentation, ça va être de voir un petit peu quels sont les éléments sur lesquels le moteur de recherche va se baser pour justement vous positionner de manière, mieux que votre concurrent. Donc vous allez voir, il y a des petites techniques qui sont très très simples. C'est vraiment d'ordre général, il y a vraiment beaucoup de standards en fait à respecter. Okay. Donc ici, il y a vraiment 2 grands points. Donc on va vraiment faire une recherche et de l'optimisation à 2 niveaux. Donc le premier niveau, ça va être tout ce qui est de l'optimisation interne sur votre site web. Donc pour ceux qui ont déjà fait du référencement, je suppose qu'ils vont voir un petit peu où je m'en vais. Donc c'est quoi faire dans mon site web, en l'occurrence ici dans WordPress. Alors, ici moi j'ai fait 5 grands éléments d'optimisation qu'on va regarder. Okay. Donc dans le premier point, il y a 5 points, et puis je vais prendre les 5 points les uns après les autres. Donc un des premiers points que Google va prendre en compte, c'est la rapidité du site web. Donc il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un site web et que le site prenne 10 secondes à charger. C'est lent, et puis généralement, les personnes qui vont aller sur votre site web, regarder, comparer un petit peu les produits, s'ils ont besoin de charger 5 articles et que ça va prendre 10 secondes à chaque fois, c'est 30 secondes de perdu. Ils vont aller voir sur un site web plus performant. Donc il faut vraiment regarder à la performance du site web, à la rapidité. Ici, on parle de 3 secondes, ça serait le temps idéal, il faudrait que ça soit en dessous de 3 secondes.
Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser ça. Le respect des standards, on utilise des protocoles. Le protocole, il faut les respecter. C'est de l'HTTPS, c'est de l'HTML, etc. Donc il y a certaines validations qu'on va devoir passer en revue notre site web pour voir effectivement s'il respecte les différents standards. C'est quasi la phase la plus longue d'optimisation au référencement. Après, on va devoir aussi travailler fortement le contenu. Qu'est-ce qui se passait? C'est que par le passé, il y avait beaucoup de personnes qui font beaucoup d'SEO et qui optimisaient, qui suroptimisaient les standards pour effectivement être très très visibles dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va aussi travailler beaucoup. Maintenant, Google fait vraiment très très attention au niveau du contenu, la sécurité du site web. Donc si vous êtes déjà, si vous avez beaucoup d'expérience, vous avez sûrement déjà eu des petits problèmes sur vos sites web, du phishing ou des choses comme ça parce que vous n'aviez pas mis le WordPress à jour. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est fortement pris en compte parce qu'on le sait bien, c'est que Google va désindexer un site web qui a été infiltré. Vous allez voir un gros pop-up rouge quand vous allez cliquer dessus en disant que le site est malveillant. On ne veut pas ça, ça va vraiment casser tout votre trafic naturel. Et là, le dernier point, ça va être aussi l'ergonomie. Donc l'ergonomie, on va en parler, c'est vraiment quelque chose de très important. On veut que le site web il fonctionne, que la personne, quand elle arrive dessus, elle voit directement ce qu'elle a besoin, puis ne pas perdre du temps, concrètement, et que ça fonctionne sur des smartphones, etc. Donc on va prendre un petit peu les 5 points, je vais les expliquer un par un, et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien beau d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, mais comment est-ce qu'on va mettre ça en place? C'est toujours les questions qui reviennent souvent le plus souvent. Donc la rapidité, moins de 3 secondes, la première chose à faire, c'est d'essayer de diminuer le nombre d'éléments que vous avez sur votre page web ou sur votre site. Concrètement, souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des plugins parce qu'on veut beaucoup de fonctionnalités et ça va à chaque fois rajouter un CSS, un JS par plugin que vous rajoutez. On va arriver à 20 ou 30 plugins. Puis à ce moment-là, vous avez 60 CSS, 60 JS, des pages qui vont faire 10 mégas. Donc il faut essayer de rassembler ça, et vous allez voir qu'il y a des systèmes d'optimisation qui vont permettre de rassembler les JS ou les CSS. Et aussi une chose aussi pour diminuer le poids de la page, c'est regarder à vos images. Généralement, là, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre un gros réflexe 12 mégapixels, qui vont faire la photo et qui vont mettre directement le JPEG en 12 mégas sur le site web, et ils vont l'afficher sur 300 pixels. Donc il faut vraiment regarder à ce que votre image soit redimensionnée à la bonne taille et soit compressée en JPEG. Après, le JPEG, c'est un petit peu discutable parce qu'il y a des nouveaux standards d'image. Les sites web passent beaucoup en SVG pour le moment. Mais vous allez voir, il y a aussi des moyens d'optimiser donc des images vectorielles en SVG. Le mode, est-ce que ça vous parle, ce mode-là? Non? OK. Quand vous allez faire une requête sur un site web, vous allez donc dire « je veux la page d'accueil ». Et sur la page d'accueil, généralement, vous avez un header, un footer qui se répète sur toutes les pages. Et le site, le serveur, va vous délivrer donc un HTML avec une image en haut, le footer, etc. Et ça va généralement revenir sur toutes les pages. Ce mode-là, en fait, c'est dans le header HTML, enfin HTTP, excusez-moi. Dans le header HTTP, vous allez avoir un champ qui va spécifier la valeur de mise en cache au niveau du browser. Donc concrètement, quand j'utilise Chrome, que j'utilise Firefox, et que je vais utiliser ce mode de cache, ça va simplement spécifier que le JS, normalement un JPEG, un JS, un CSS, etc., il ne va pas changer sur une période de 3 ou 4 heures. Donc concrètement, quand je vais aller sur la page d'accueil, il va charger toutes mes ressources, mais quand je vais aller sur la deuxième page qui reprend généralement les mêmes CSS, les mêmes JS, il ne va pas le recharger, il ne va pas refaire une requête HTTP, et vous allez donc économiser en temps. Okay. Le mode gzip. Donc si vous utilisez du vectoriel, c'est jamais que du texte. C'est une image qui va déterminer des points. Donc si vous voulez, par exemple, optimiser la bande passante du serveur entre le serveur et le client, vous allez utiliser un mode de compression. C'est un petit peu comme un zip. Vous allez transférer des documents à quelqu'un. Vous allez faire un zip, vous lui envoyez le zip, il le décompresse. Le mode gzip, donc c'est au niveau du serveur que ça va se configurer, et vous allez donc compresser toutes les ressources texte. Essayez de compresser juste les ressources texte, parce que les ressources, tout ce qui est texte, document, se compresse très très bien. Si vous faites du gzip sur du JPEG,
c'est pas optimal parce que le JPEG est déjà compressé, donc vous n'aurez pas forcément des bons temps à ce niveau-là. Okay, donc encore une fois, le mode expire et le mode gzip, vous allez pouvoir les activer dans le fichier .htaccess. Je vais pouvoir vous donner quelques ressources à la fin, des outils qui vont vous expliquer comment activer ça sur votre site web. Puis le dernier point, vous allez voir, pour avoir de la rapidité, on va passer son site web en HTTPS. Et vous allez voir, c'est vraiment les recommandations de Google pour le moment. Si vous avez suivi un peu les actualités, dans la dernière version de Chrome, votre site web sera marqué comme non sécuritaire s'il cherche toujours en HTTP. Donc le but, c'est d'utiliser l'HTTPS. Il y a un protocole derrière le HTTPS qui va s'activer de manière totalement transparente, qui est le HTTP 2. Donc en fait, le HTTP 2, c'est un genre de Keep Alive. Vous allez avoir une connexion TCP, et dans cette connexion TCP, vous allez faire toutes les requêtes dedans. Donc ça permet de diminuer le temps de chargement de votre page ou du site web en général. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Donc ça, c'est le premier point. C'était la rapidité. On va passer à un point de sécurité, comme on vient d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fil des années, les sites web vont passer de plus en plus en HTTPS parce que Google va avoir tendance à favoriser les sites qui sont sécuritaires. Donc si vous regardez, en 2015, c'était seulement 35% des sites web qui étaient sécurisés. Donc généralement, c'était les e-commerce, parce que les e-commerce, il y a des informations personnelles, des cartes bancaires, on voulait vraiment faire les choses correctement. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'était payant le certificat SSL. Et jusqu'en 2016, il y a eu une autorité de certification qui s'appelle Let's Encrypt, qui délivre des certificats SSL gratuitement. Donc si vous avez un hébergeur digne de ce nom, vous allez pouvoir directement mettre HTTPS sur votre site web, il n'y aura pas besoin d'installer le certificat. Donc on peut voir que depuis 2016-2017, la progression des SSL est vraiment en constante évolution. Donc si vous ne l'avez pas encore fait sur votre site web, passez-le en HTTPS. Et une petite chose qu'il va falloir faire quand vous passez votre site web en HTTPS, ça va être de passer toutes les ressources sur ce protocole-là. Parce que généralement, on va aller dans WordPress, on va aller dans le tableau de bord, dans les réglages, et là, on va aller mettre un petit S à HTTP, dans le nom du site web. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les ressources, si j'ai inclus des vidéos, des images, etc., elles ne vont pas être chargées en HTTPS. Donc en fait, il faudrait passer sur tous les articles pour passer vos ressources en HTTPS. Aussi les thèmes, etc., ça se peut qu'ils chargent les CSS, les JS en HTTP, il faut le passer. Vous pouvez utiliser des petites commandes de récursion, comme vous faites un MySQL, update, str, replace, vous cherchez tout ce qui est http:// et vous le remplacez par https:// job done, ça a fait le travail pour tous vos sites web. Pareil pour les fichiers de template, vous utilisez un petit sed en SSH pour les gens qui sont un peu plus avancés, puis vous allez pouvoir passer votre site web en HTTPS. Pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, regardez à ces points-ci en bas. Donc en fait, c'est un rajout dans le header HTTP qui va permettre de dire que votre site web est seulement accessible en HTTPS. Et n'oubliez pas aussi de faire des redirections 301. Donc si des gens viennent sur votre site web en HTTP, les rediriger en HTTPS via une belle redirection 301. Vous n'allez rien perdre au niveau ranking. Alors, le contenu. Le contenu, c'est peut-être la chose la plus importante. Ça, il va falloir vraiment le travailler. Et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les points qu'il va falloir mettre en place rapidement pour optimiser le texte pour qu'il soit facilement recherchable par vos utilisateurs. Donc concrètement, une page, ça c'est des standards, c'est des règles vraiment les plus simples, c'est que chaque page devrait avoir au moins 600 mots dedans. Donc ça veut dire essayer d'étoffer le contenu. C'est en mettant du texte sur votre site web que vous allez pouvoir atteindre des personnes. Si vous mettez seulement des infographies en JPEG, etc., c'est bien, mais il n'y a pas de texte, donc les gens ne vont pas forcément rechercher ça, parce que 80% des recherches à l'heure actuelle se fait par mots-clés, donc utilisez vraiment du texte, essayez vraiment de travailler ça. Travaillez aussi un titre accrocheur. On a déjà tous été sur Facebook, Twitter, on a cliqué sur quelque chose qui a l'air super cool, puis au final, en fait, derrière, c'est vraiment le potin, mais ça marche. Donc travaillez vraiment le texte, essayez vraiment que ça soit accrocheur, un peu potin, puis ça va marcher. Les illustrations aussi, c'est quelque chose de très chouette. Les gens maintenant ont moins tendance à lire et ils ont envie directement de comprendre. Donc une petite illustration, une image, elle vaut 1000 mots, donc vous cliquez dessus, enfin vous affichez une petite image, puis ça fait quand même pas mal la job.
Adaptez-vous aussi à l'audience. Ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. C'est que les personnes vont avoir tendance à être très techniques sur leur site web. Parce qu'ils vont montrer qu'ils sont professionnels, qu'ils connaissent leur sujet. Mais techniquement, si je veux acheter une tondeuse, je vais taper tondeuse Montréal, réparation, ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas aller dans des mots-clés trop techniques, à moins que je veux vraiment cibler des réparateurs ou des choses comme ça. Donc soyez vraiment adaptez-vous à l'audience et essayez de cibler le maximum de personnes en utilisant des termes le plus large possible. Évitez aussi le copier-coller. Ça, c'est quelque chose que Google va fortement pénaliser, c'est de prendre du contenu qui est sur un site web, le copier, le coller en se disant « Ah, c'est chouette, j'ai du contenu sur mon site web ». Google va vous pénaliser, c'est du duplicate content. Ça n'a aucun avantage à aller copier des informations d'un autre site web. Et utiliser donc des mots-clés diversifiés, ça veut dire aller voir tout ce qui est un dictionnaire de synonymes. Généralement, je vais parler de tondeuse, etc. Mais ça se peut que d'autres personnes utilisent des autres mots-clés. Donc, regardez dans des dictionnaires de synonymes. Je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de donner pas mal d'astuces à ce niveau-là. Alors ici, on va passer sur un point qui est les différents standards. Je vais essayer d'aller un peu... Enfin, je sais que je vais assez rapidement parce que j'avais prévu ma présentation sur 50 minutes. On va essayer de respecter le timing. Les standards, c'est vraiment le point le plus important en fait que vous allez devoir vérifier sur votre site web. Donc les standards sont quand même assez nombreux. Donc comme on le disait, il va falloir regarder, quand vous faites une recherche sur Google, vous allez voir, donc, il va y avoir le title qui va s'afficher, le titre de la page, et puis le meta description. S'il n'y a pas de meta description, il va aller chercher dans la page, à un endroit, normalement souvent au début de la page, et il va afficher cette information-là sur le moteur de recherche. Donc ici, essayez d'utiliser toute la place que Google vous donne, à savoir un titre devrait respecter 75 caractères sur la page, c'est ce qui va s'afficher. Si vous faites plus grand, c'est correct, mais vous allez avoir des 3 petits points, et ça va vraiment se cibler sur les 75 premiers caractères. Meta description, c'est pareil. Aussi, tout ce qui est hiérarchie sur la page. Donc, utilisez bien les paragraphes, les H1, H2, H3. Ils vont être fortement pris en compte. Donc, si vous cherchez vraiment à cibler un mot-clé en particulier, essayez de le mettre dans le titre, dans la description et dans des paragraphes, généralement du H1. Okay. Alors, regardez aussi, dans WordPress, c'est très très simple. L'URL rewriting, il est pris en place nativement via ce qu'on appelle les permaliens. Mais regardez dans l'URL, donc normalement quand vous publiez un article sur WordPress, vous avez la possibilité d'aller changer l'URL de l'article. Donc regardez bien aussi que le mot-clé soit présent dans l'URL, et ça va vraiment vous aider très fortement si le mot-clé est présent dans ces différents points-là. Vérifiez aussi à l'accessibilité sur les images, mettez des alt, des titles. Il y a aussi des gens qui font des recherches dans Google Images, qui ont besoin de faire des présentations, etc. Ils peuvent venir rechercher vos images. Donc le moteur de recherche se base fortement sur le alt que vous allez mettre sur l'image. Et évitez aussi donc, du mixed content, c'est ce que je parlais précédemment. Donc quand vous passez votre site web en HTTPS, vous devez passer tout le contenu en HTTPS pour que le cadenas ne soit pas cassé. Donc ça, c'est vraiment les signaux forts que vous devez donner à Google. Le standard, c'est 2 pages, c'est quand même un peu plus long. C'est vraiment les signaux qui vont montrer à Google que vous êtes quelqu'un qui avait une certaine... Enfin, vous faites bien les choses, en fait. Okay. Essayez aussi de respecter les erreurs, les pages 404. Concrètement, j'ai un site e-commerce, je vais utiliser un WooCommerce, et je vais supprimer un article parce que je ne travaille plus avec ce fournisseur-là. Je vends des tondeuses, c'était vraiment une gamme de tondeuses, et j'avais beaucoup de trafic sur cette page-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas que la personne arrive sur la page et il tombe sur une erreur 404 qui n'est pas personnalisée. Il faut exploiter ça. Donc essayez de regarder, par exemple, si vous avez de regarder un petit peu quels sont les 404 où les personnes arrivent sur votre site web, et essayez peut-être de leur montrer d'autres tondeuses, d'autres modèles, d'autres versions. Donc essayez de garder le plus de contenu possible sur votre site web et de les rediriger peut-être sur un autre endroit via une petite redirection ou proposer les 5 articles qui seraient en lien. Une des choses aussi qu'on voit souvent comme erreur, souvent vous allez faire du développement, et sur votre développement, vous allez utiliser un petit sous-domaine dev staging, mon nom de domaine, et je ne vais pas vouloir qu'il soit crawlable. Je vais utiliser un robot.txt où je vais mettre une règle qui est disallow. Et qu'est-ce qui arrive de temps en temps, c'est que quand je passe mon staging en production, je vais aller recopier bêtement tous les fichiers
incluant le robot.txt, je me fais totalement enfin, je suis plus référencé. Ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Donc le robot.txt, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de disallowed dedans, sinon vous risquez de ne pas vous faire référencer. Une chose aussi, si vous avez vraiment beaucoup de pages sur votre site web, vous allez pouvoir utiliser le robot.txt pour diminuer ce qu'on appelle le budget crawl. Donc ça veut dire que Google, par jour, va dire on va analyser un certain nombre de pages sur votre domaine. Si vous avez un trop grand nombre de pages comme des pages membres, et que ça n'a aucune utilité de référencer ça, vous allez pouvoir dire je vais disallow /member /étoile. C'est quelque chose qui est totalement possible. Vérifiez le robot.txt et le sitemap. Donc si des gens utilisent le Google Search Console, vous allez pouvoir envoyer toutes les URL de votre site web via un sitemap. Concrètement, c'est un petit peu historique, c'est que souvent dans le header, on avait du flash et Google, le moteur de recherche, ne passait pas dans le flash. Donc vérifiez bien avoir un sitemap. Et dans le sitemap, vous allez pouvoir aussi donner la priorité des pages. La priorité, qu'est-ce qui est important? C'est par exemple, je vais faire une recherche directement sur la marque ou sur le nom de ce que vous souhaitez rechercher. Quand vous allez spécifier les priorités, vous allez voir, normalement quand on fait une recherche, souvent on va voir la page d'accueil et on va voir 3 ou 4 liens qui sont en dessous. C'est grâce à la priorité qu'on va pouvoir donner au moteur de recherche l'importance qu'on veut cibler, sur laquelle on veut cibler ces pages-là. L'expiration du domaine, c'est aussi quelque chose qui est regardé par le moteur de recherche via le WHOIS. Dans le WHOIS, vous avez la date d'enregistrement du domaine et la date d'expiration du domaine. Donc Google, c'est vraiment un signal fort si vous enregistrez, si le domaine est âgé et si le domaine a une date de renouvellement, si vous l'avez renouvelé pour 10 ans, donc en 2028, c'est un signal fort que vous avez donné au moteur de recherche en disant comme quoi vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous voyez les choses à long terme. Alors, les microdata, le schéma.org, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà implémenté sur des sites web? Une personne, 2 personnes? 3, 4? Ok, un petit nombre, mais pas beaucoup. Le microdata, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder. C'est dans les 3 choses que Google dit cette année-ci qu'il faut faire, c'est le schéma.org, le HTTPS et les AMP, on va en parler un peu plus tard. Le schéma.org, concrètement, je suppose que tout le monde a déjà fait une recherche sur son cell pour une préparation de tarte aux pommes. Et quand vous faites la recherche pour une recette, vous allez voir une petite image qui vous dit, voilà, on voit l'image de la tarte, et on va voir un certain nombre d'utilisateurs qui l'ont fait, et le nombre d'avis, et vous allez voir des étoiles. Et ça va vraiment être quelque chose d'assez fort. Quand vous faites une petite recherche, ben vous allez plutôt privilégier le site qui va donner une recette qui a été visualisée, testée par 500 utilisateurs, versus quelqu'un qui n'a pas du microdata. Donc du microdata, concrètement, c'est simplement du JSON que vous allez mettre dans votre code HTML, où vous allez dire, par exemple, vous allez utiliser un schéma qui s'appelle product ou review, et vous allez dire, voilà, j'ai eu autant d'avis de autant de personnes à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment le schéma.org. Et essayez aussi d'éviter les redirections 302. C'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on fait des redirections d'une page à une autre et qu'on utilise le htaccess. Par défaut, quand vous utilisez le rewrite rules, c'est une 302 qui est faite. La 302, pour rappel, c'est une redirection temporaire. Donc le ranking de la première page n'est pas donné à la seconde page. OK ? Alors ici, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental. Ben, je pense que si vous avez assisté à la conversation juste d'avant, je ne vais pas en reparler pendant 1 heure. C'est vraiment l'ergonomie, le UX. Regardez vraiment à ce que l'utilisateur, quand il arrive sur votre site web, il voit ce qu'il a envie et que ça soit simple d'utilisation et que ça marche sur sa tablette, son iPhone, sur le média qu'il va utiliser, indépendamment du browser, etc. Donc facilité d'utilisation, pas de perte de temps. Si par exemple vous avez un site e-commerce, essayez vraiment de faciliter l'enregistrement, l'inscription, etc., que ce ne soit pas des étapes très lourdes. Donc regardez vraiment au UX, c'est une personne qui va travailler presque à temps plein pour ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, mais regardez vraiment l'ergonomie du site web. Et ici, donc l'ergonomie, regardez vraiment au responsive, et regardez aussi à l'AMP. L'AMP, ça va être un format de page que Google a mis en avant, qui va permettre, je ne sais pas si vous avez déjà fait une petite recherche et que vous avez un petit éclair, un petit rond avec un éclair dessus sur votre smartphone, ça veut dire que le site est adapté pour de la recherche mobile.
Donc c'est vraiment une page qui a le moins d'informations possible et qui va vraiment charger très très rapidement. Généralement, on va parler d'une seconde de temps de chargement. C'est de l'AMP. Sur WordPress, il y a des petits plugins qui vont vous permettre de convertir votre site web en AMP très très rapidement. On ne va pas trop s'éterniser. Dans Google, enfin dans WordPress, on va faire extension AMP. Il y en a 3-4. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? C'est le rel canonical, parce que l'AMP va faire une URL propre pour la version AMP. Et donc, il faut spécifier à Google comme quoi cette page-là, la page parent et l'autre page parent, et qu'ils ne voient pas ça comme du duplicate content. Donc, moi, j'ai déjà utilisé quelques plugins AMP. Il y en a certains qui ne prenaient pas le rel canonical. C'est vraiment quelque chose à regarder. Oui? Oui. Moi, j'ai implémenté les deux, mais c'est deux choses totalement différentes. L'AMP, c'est vraiment pour quand on va renvoyer des personnes via le moteur de recherche ou via effectivement un réseau social. Maintenant, le Instant Facebook Articles, ça va permettre dans le Facebook d'avoir un certain nombre d'articles qui sont préloadés et je ne vais pas ouvrir mon MBD de Safari qui est dedans. Mais effectivement, c'est un petit peu la même chose, c'est juste qu'il y en a un c'est Google, l'autre c'est Facebook, et qu'est-ce qui est Facebook reste dans Facebook. Moi j'ai implémenté les deux, ça fonctionne très très bien, mais c'est un petit peu différent la manière de faire. Alors, le point ici, c'était donc tout ce qui est référencement interne. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur mon site web? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que les moteurs de recherche vont aussi regarder Allô, allô? Oh, désolé. Ok, donc ici, l'optimisation externe, concrètement, c'est qu'est-ce que je vais devoir aller faire sur les autres sites web pour justement faire en sorte d'avoir que Google me prenne comme une grosse autorité. Donc concrètement, les personnes qui ont déjà fait un peu de référencement, on va parler beaucoup de backlink. D'abord, on va regarder un petit peu les différents canaux d'acquisition de trafic. Donc moi, j'en relève 4, vraiment les plus gros. Maintenant, il y en a peut-être un peu plus, vous allez me parler du email, etc. Donc concrètement, la recherche organique, c'est les personnes qui viennent à partir d'un moteur de recherche, que ce soit Google, Quant, Bing, etc. C'est vraiment le trafic naturel, c'est grâce au référencement naturel des différents points que j'ai fait que je vais avoir cette acquisition-là. Il y a les réseaux sociaux, donc on va en parler un petit peu. Chaque réseau a son propre avantage et va avoir plus son propre public. Les sites, donc tout ce qui est référé, donc ça veut dire que je viens d'un autre site web, et le trafic direct, donc c'est quelqu'un qui a rajouté ça peut-être en bookmark, ou qui avait le nom et il a tapé directement le nom dans la barre de recherche. Okay. Le but serait d'avoir 25%, en fait, de répartir le trafic de manière égale entre les différents canaux. Si par exemple vous vous plantez sur votre SEO naturel, vous allez perdre seulement 25%, que si vous avez tout misé sur des référencements naturels et que vous vous chopez une pénalité, vous allez perdre tout votre trafic. Alors, concrètement, je parlais un peu des backlinks tantôt. Donc moi, j'ai mon site qui est ici, donc c'est mon site, et bien évidemment, vous n'êtes pas le seul sur le web, vous allez avoir ce qu'on appelle des backlinks. Donc c'est des gens qui parlent de vous et qui vont faire un lien de retour via un href. Concrètement, Google va prendre en compte le nombre de liens de retour que vous avez sur votre site web. Donc en fait, le but est d'avoir un nombre de backlinks le plus important possible et venant de sites web ayant une autorité ou le plus de trafic possible. Donc Google va prendre en compte, par exemple, l'âge du domaine, voir si le lien en rel, follow, no follow, et va regarder un peu au PageRank, c'est plus trop utilisé, mais au trust de ce domaine-là ou de cette page-là. Okay. Donc si vraiment c'est un site web qui a beaucoup de contenu dupliqué, qui vous fait des backlinks, ça n'a pas beaucoup d'importance pour Google. Il faut vraiment regarder à aller chercher des domaines, des pages web qui sont fortement visualisés et qui ont du trust à ce niveau-là. Les réseaux sociaux, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quand même quelque chose de très très important. Il y a beaucoup de trafic qui sont générés à partir de ces réseaux-là.
mais les gens aiment se sentir dans une certaine communauté. Avant, il y avait beaucoup de forums, il y avait beaucoup de choses où on devait s'inscrire. Maintenant, on s'inscrit une fois sur Facebook, puis il y a des groupes, et vous allez chercher vraiment beaucoup de trafic. Donc Facebook, YouTube, Twitter, le Google My Business, c'est quelque chose aussi très important. Moi, ma recommandation, une chose qu'on a vraiment beaucoup testé, c'est YouTube, ça marche très très bien. YouTube est positionné avant Facebook. Donc si vous utilisez un outil comme Alexa, vous allez pouvoir voir que dans les top sites, là où il y a le plus de visiteurs, YouTube se retrouve. Et effectivement, dans YouTube, c'est plus compliqué de faire des vidéos que de faire du texte. Donc il y a moins de personnes et il y a plus de personnes. Donc il y a vraiment un très très bon retour à ce niveau-là. Donc essayez vraiment YouTube, ça marche très 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 bien. Alors, moi, je vais vous donner quelques outils. J'utilise des outils, là, c'est vraiment le temps de noter. Ce n'est pas des outils propres à WordPress, parce que WordPress, je l'aime beaucoup, mais il ne faut pas trop l'alourdir à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des outils d'optimisation qui vont permettre, de manière externe, d'aller chercher les informations que je vais pouvoir analyser. Donc, moi, j'utilise un système qui s'appelle Darboost, qui va me permettre, je vais lui donner une page, il va l'analyser, et il va me donner les conseils vraiment les plus probants que je vais pouvoir mettre en place très, très rapidement. WooRank, c'est un système belge. Je suis belge, donc ça tombe bien. C'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait. Ça existe déjà depuis quelques années. Vous mettez le domaine et il va regarder si vous avez un robot, un sitemap, le title, etc. Mais ces deux outils-là vont le faire seulement pour une page web. Généralement, on met la page d'accueil, on va optimiser la page d'accueil. Mais il y a des outils qui vont vous permettre de crawler le site web de manière intégrale, donc d'analyser toutes les pages web. C'est ce qu'on appelle un crawler. Donc là, je passe sur SEMrush, qui est vraiment un outil qui est très 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 bien fait. Malheureusement, je vous parle de tous les outils, ils sont tous gratuits, sauf SEMrush qui est payant. Je l'ai noté ici parce que c'est vraiment quelque chose de très très important. Vous faites un projet, une analyse de site, et il vous dit sur telle page, je vois telle ou telle erreur, je vois des backlinks de telle autorité. C'est vraiment très très bien fait, et ça va vous permettre aussi de générer des rapports pour vos clients ou whatever. Alors, dans la rédaction du contenu, c'est quelque chose, souvent, on a du mal. Je vais parler des tondeuses, mais je ne sais pas du tout quels sont les mots-clés qui sont recherchés. Parce que généralement, nous, on parle dans notre jargon, et on ne sait pas quels sont les mots-clés qui sont utilisés par les clients. Allez sur 1.fr, et 1.fr, vous allez mettre le mot-clé de votre thématique, tondeuse, et il va directement vous donner quelles sont les recherches qui sont liées à tondeuse. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 bien fait. Allez sur 1.fr, c'est très très performant pour de l'optimisation aussi de sites web, c'est totalement gratuit. GTmetrix pour tester la performance du site web, vous allez pouvoir voir s'il charge rapidement de Londres, de différents pays, et de voir un petit peu quelles sont les recommandations. Ben, la suite de Google, j'ai parlé de Google Analytics pour visualiser un petit peu quels sont les trafics sur votre site, c'est vraiment le standard. Il y a un autre outil qui est le Google Data Studio. Je ne sais pas si des personnes l'ont déjà utilisé ici. Une personne? Ok. Le Data Studio, c'est vraiment un outil aussi qui est vraiment bien foutu. Ça va vous permettre d'utiliser en fait le moteur de graphique de l'analytics, les petits charts, etc., et de pouvoir le coupler avec des informations comme le nombre d'abonnés sur votre Facebook, de votre Twitter, etc., et d'entrecouper, par exemple, vos campagnes de marketing, vos optimisations SEO, etc. Donc le Google Data Studio, c'est une chose que je recommande aussi fortement. Et pour vérifier un peu la performance d'un domaine, ou le trust du domaine, ça va être un outil qui s'appelle Majestic. Majestic, c'est un système qui va vous donner vraiment la performance du domaine ou du site web à ce niveau-là. Donc, la dernière chose, c'est vérifier toujours la sécurité. En tant qu'hébergeur, nous, un des problèmes qu'on a, c'est les clients qui ne vont jamais mettre à jour le WordPress, jamais mettre à jour le plugin, l'extension, qui ne pensent jamais à maintenir son site. Un site, c'est comme une voiture. Si vous ne l'entretenez pas, ça va fonctionner peut-être 2-3 ans, mais après 3 ans, vous risquez d'avoir des gros problèmes, puis vous allez être déférencé. Donc regardez vraiment la sécurité. C'est vraiment des audits que vous devriez faire tous les 6 mois en disant est-ce que, mais c'est, enfin même plus, mais regardez-y. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très très attention à ça. Vérifiez aussi le positionnement. Avec les outils comme SEMrush, vous allez pouvoir mettre vos mots-clés et dire voilà, sur Google France, sur Google Canada, je suis positionné un certain nombre, et vous allez pouvoir générer des graphes. Regardez ce que vos compétiteurs ils font, si eux ils se positionnent bien, c'est qu'ils ont une bonne stratégie aussi, et via des outils comme SEMrush, vous allez pouvoir regarder un petit peu quel est leur modèle d'acquisition de trafic.
Puis, n'oubliez jamais de cibler tout ce qui votre clientèle. N'allez pas forcément dans du jargon trop technique. Vous voulez essayer de cibler du trafic le plus large possible, qui est effectivement à aller sur des pages de conversion plus ciblées par la suite, mais utilisez vraiment les mots-clés les plus simples à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Dans la présentation, vous avez parlé de trafic arrivant vers le site web pour optimiser le SEO, qui était 25% de différents trucs. Oui, donc les différents canaux d'acquisition. Puis vous avez mis réseaux sociaux. Je veux savoir, est-ce que le SEM, ou bien est-ce que la publicité, est-ce qu'elle compte là-dedans ou pas? Elle pourrait faire effectivement, ça pourrait être un 5e point, effectivement, parce que tout ce qui est publicité, on ne va pas se le cacher, le référencement, on va essayer d'optimiser, on va essayer d'accroître le référencement, mais tout ce qui est publicité, c'est quelque chose aussi qui est très important, et c'est effectivement une acquisition de trafic que je n'ai pas parlé, parce que ce n'était pas le sujet de ma présentation aujourd'hui, mais oui, c'est un point d'acquisition très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des bloqueurs de publicité, comme Adblock Plus, etc., qui vont effectivement masquer ça. Ou pour les personnes qui l'ont pas installé, quand ils voient publicité, ben, ils disent « ouais, c'est pas forcément quelque chose de très legit, ils ont payé pour arriver là ». Donc c'est un point effectivement que je n'ai pas nommé ici, mais oui, c'est un point d'acquisition très très important, la publicité, pour du web marketing. Si on a un incoming qui arrive en partie par la publicité, ça peut améliorer le référencement? Non, c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Oui, ça va vous amener du trafic, mais Google ne va, ou un autre moteur de recherche, ne va pas mieux vous positionner, en tout cas dans les résultats naturels à ce niveau-là. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Oui ? Alors, la question, c'est après combien de temps est-ce qu'on peut avoir des résultats après avoir respecté les différents standards? Concrètement, j'aurais tendance à dire qu'il faut 3 ou 4 mois avant de voir une certaine répercussion. Moi, je vais dans mon Google Analytics, je mets un petit markup en disant, voilà, j'ai fait telle optimisation, puis je vais voir 3 ou 4 mois plus tard quelles sont les répercussions que j'ai eues. Je vais faire un changement HTTP vers HTTPS. Puis généralement, après 3 ou 4 mois, vous allez voir quand même une certaine tendance à augmenter. C'est pas mal la donne. Après, c'est certain qu'il ne faut pas faire trop vite, trop de modifications. Il faut y aller d'une manière le plus naturelle possible. Donc, faut le faire au fur et à mesure. 3-4 mois, je dirais, c'est pas mal ça. Oui ? Alors, par le passé, je vais dire avant 2013, parce que dans Google, il y a eu un nouvel algorithme qui s'appelle Penguin. Il y avait des gens qui ont suroptimisé leur site web et qui ont fait ce qu'on appelle il y avait tout du SEO black, qu'on appelait ça. Donc, c'était vraiment des manières un peu underground d'optimiser son site web, de suroptimiser le site web avec du faux contenu que je cachais, par exemple, ou des éléments, je pourrais en citer un certain nombre. Et ça permettait vraiment, c'était plus naturel et on faisait une recherche, on tombait sur des sites qui n'étaient pas propres. Donc en fait, le but, c'est d'y aller de manière assez progressive et montrer à Google que de manière assez fréquente, je mets à jour le site web pour qu'il soit bien optimisé. Pas y aller trop rapidement. Les démarches que je vous ai montrées, c'est vraiment des standards propres d'optimiser son SEO, mais il y a tout un marché underground de revente de liens, etc., qui sont mis un peu en place derrière. Et si, par exemple, vous commencez à avoir des backlinks, de gros PageRank, etc., du jour au lendemain, ça peut être suspect et Google peut vous pénaliser à ce niveau-là. Oui ? Oui. Ouais. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle du spam référeur. C'est
par le passé, là, je voulais avoir un grand nombre de backlinks sur mon site web. Et il y avait des outils, comme par exemple sur des sites gouvernementaux, qui ont vraiment une autorité très haute, qui laissaient leur AW Stat, je ne sais pas si ça parle, c'est un système de gestion de trafic, un peu comme le Google Analytics, mais au niveau du serveur. Et le AW Stat était public. Et effectivement, il y avait des petits robots qui venaient faire des hits sur votre site web, et qui venaient dire, voilà, je viens de tel site web, et ça faisait un beau backlink sur un site gouvernemental. Concrètement, c'est assez compliqué de se prémunir de ce système comme ça, parce que concrètement, vous voulez que votre site web ou votre code Google Analytics, il ne soit pas filtré pour un certain nombre de personnes. Donc, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça. C'est vrai que des fois, on voit effectivement dans les pages, dans les sites référents, des choses qui n'ont rien à voir. Généralement, avec les mots-clés, on arrive à les isoler. Avec le Google Analytics, il y a possibilité de faire des filtres supplémentaires pour pouvoir essayer de nettoyer ces résultats-là. Exactement. Non, ça ne nuit pas à la réputation. Généralement, c'est même un signe qu'une personne veut te spammer, donc ça veut dire que tu es plus gros que lui. Donc c'est presque même quelque chose de bien de se faire spammer, mais c'est assez compliqué. Ouais, les pingbacks aussi sur WordPress, des fois se font. Ouais. Mais ça, c'est le Google. On parlait du Google Analytics parce que dans WordPress, il y a le moyen aussi, quand on fait un lien, d'avoir un pingback et de dire voilà, mon article a été parlé à gauche, à droite. Là, il y a aussi du spam à ce niveau-là. Bon, le web est le web, c'est ouvert, puis il y a n'importe qui sur le web. Il y a des projets un peu plus propres que d'autres, puis c'est ça le web. Oui. Oui. Ça va dépendre un peu de la date de publication du site web. Généralement, là, la nouvelle tendance, c'est de mettre les images en SVG. C'est vraiment le nouveau format, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de regarder est-ce que mon écran est Retina Display ou pas, etc. Moi, je dirais, dans le temps, c'était plus le JPEG, le PNG, puis après le SVG. Maintenant, c'est très difficile de dire, voilà, de trouver des images en SVG ou quoi que ce soit. Pour le JPEG, si vous utilisez du JPEG, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il soit bien redimensionné et bien compressé. C'est 70-75% de compression sur du JPEG pour avoir des poids d'image le plus bas possible. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Moi, des clients qui me disent « Ah, mon site est lent à charger », puis je fais un petit JT-Metrix, par exemple, puis je vois que la page, elle fait 25 mégas. 25 mégas, oui, c'est trop gros, là, il faut vraiment diminuer le poids de la page. Puis il y a des petits outils d'optimisation dans WordPress qui permettent de shrinker ou d'optimiser, de compresser le JPEG. Je t'invite à les utiliser. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Okay. Les vidéos aussi, c'est très lourd. Si on veut Oui. une petite vidéo dans notre en-tête qui fonctionne automatiquement, est-ce qu'il y a des façons c'est ça. d'héberger ailleurs sur YouTube? Moi, donc la question, c'est pour les vidéos, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de ne pas trop ralentir le chargement de la page? Moi, concrètement, je vais utiliser, il y a effectivement des petits players HTML5 et vous hébergez la vidéo, mais généralement, au chargement de la page, à moins que vous ayez spécifié un paramètre, il va effectivement charger la page et elle va être inclue dans le waterfall de chargement. Moi, j'aurais tendance à dire, parce que si vous faites ça, vous allez uploader la vidéo en 1080p ou en 4K, puis effectivement, c'est peut-être pas adapté pour une personne qui est sur un cell en 3G, 4G. Donc j'ai plutôt tendance à dire utiliser un embedded ou YouTube, Vimeo ou quoi que ce soit. C'est vraiment un système qui est fait pour ça et qui va pouvoir délivrer la ressource dans le format demandé par l'utilisateur. Okay. Donc, si notre vidéo est en 1080 sur YouTube ou Vimeo, Ouais. Il ne sera pas nécessairement téléchargé dans C'est ça. cette dimension-là. Exactement. Donc en fait, quand on va lancer une vidéo sur YouTube, généralement le réglage est en automatique et elle va regarder à la bande passante que vous avez sur le device. Donc en fait, si vous êtes au chalet et que vous êtes sur du Edge, il va charger en 360p, et si vous êtes sur une connexion Wi-Fi très haute, ça va directement aller chercher en 1080p la résolution la plus haute. Ça, est-ce que c'est valide aussi sur notre site web, dans l'entête, si on peut intégrer la vidéo là-dedans? Est-ce
que ça aussi, c'est Oui. intégré là aussi? Oui, il y a moyen d'intégrer ça, il y a un petit code. Ça peut se faire de différentes manières. On a souvent vu du iframe. Je n'utilise pas trop ça, mais il y a différentes possibilités d'intégrer ça. Oui. Juste compléter aussi, tu sais, souvent sur mobile, on va remplacer la vidéo par une image. Juste pour être certain que les personnes qui sont sur mobile ne sont pas pénalisées pour l'avoir passé. Exactement. Et quand on va cliquer dessus, c'est là que la vidéo va charger. Donc ça permet de déférer le chargement. Il y a aussi moyen de faire des utilisations async, defer, etc. Mais ça devient un peu plus technique. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Et une dernière question pour finir? Pas de dernière question. OK, merci beaucoup.